Daniel Langelet, nous sommes très heureux d'arriver jusqu'à toi pour compléter notre collection Mémoire de Psy. Avant que je commence à t'interviewer, il faut dire que tu es aujourd'hui âgé de 88 ans et que tu as eu il y a quelques semaines un petit accident vasculaire cérébral qui t'a laissé avec quelques petites difficultés d'élocution et de remémoration des noms propres. Tu dis ce qui ne va pas rendre notre entretien très aisé, mais nous avons convenu que nous allions y arriver coûte que coûte. Voilà, et donc s'il y a un souci, bien entendu qu'on te laissera le temps de retrouver le nom et j'essaierai comme je peux de t'aider. Ça ira bien comme ça ? Oui. Parfait. Alors, Daniel, on commence toujours nos interviews par la même chose. Toi, tu es psychiatre. Je pense que tu as fini tes études de médecine en 1955, si je ne me C'est trompe ça. pas. Alors, dans quel état était la psychiatrie en 1955 ? Dans quel état est-ce que tu l'as trouvée en arrivant ? Est-ce que je peux dire, je suppose, comment j'y suis arrivé? Bien entendu. J'ai été attiré d'abord, quand j'avais 12 ans, par l'architecture, l'espace. Et puis, pendant les études, j'ai eu comme voisine Hartmann, Jacqueline Hartmann, et nous bavardions et nous essayions de deviner quel était le caractère de nos voisins de banc pendant les cours. C'était un peu une manière de distraire, et nous tombions juste. Et je me suis dit, mais ça m'attire la psychologie et même la psychiatrie. C'est là que j'ai senti une graine monter. Et je n'ai fait aucun stage de psychiatrie pendant mes études de médecine, en me réservant justement de la découvrir après. Et alors ? Et c'est ce que j'ai fait. Et figurez-vous que je l'ai découverte à l'armée, parce qu'on faisait un bon 2 ans de service militaire. Et j'ai eu la chance, étant marié juste après mes études, de pouvoir rester en Belgique. Ce qui fait que j'ai pu faire un petit itinéraire psychique dans l'armée même, ce qui a été un avantage pour moi par rapport à mes confrères, puisque ça a été reconnu comme stage, du fait que les colonels qui dirigeaient les services étaient eux-mêmes psychiatres agréés par l'INAMI, etc., comme valorisant leur avis pour nommer, pour reconnaître les psychiatres. Ce qui a été fait plus tard, en 1961. Et je faisais alors, après mes études, j'ai donc fait de la médecine générale parce que le PG, comme on dit, postgraduat de psychiatrie, n'était pas encore créé. Il faut rappeler que ça a commencé en 61 et qu'à ce moment-là, on faisait 2 ans, après c'était 3 ans, puis les stages, ça faisait 5 ans, etc. Tu as travaillé dans un hôpital à ce moment-là, à partir de 60. Précisément, j'allais y venir. Pendant mon service militaire, donc, j'ai fait un itinéraire qui a été d'abord dans la sélection des candidats officiers et sous-officiers à Everberg. J'ai fait quelques mois là-bas. Puis, j'ai obtenu de pouvoir travailler. De là, j'ai été changé de place là, muté, voilà, un symptôme, muté à Anvers, au centre psychiatrique militaire. Donc, c'est un aspect du trajet, quoi. Hein. Et de là, comme j'avais eu un contact avec Jean Titeka, qui dirigeait, et dont le nom est toujours vénéré dans la clinique, le centre de la rue de la Luzerne, 11 rue de la Luzerne. Et là, j'ai fait également un stage pendant qu'à l'armée, je m'étais fait muter à la rue du Couronne, dans le centre neurologique. Donc, vous voyez, une formation sur le tas, hein, tout en faisant la médecine générale pendant 5 ans. Et le professeur Sivadon est arrivé un peu vers l'année 60 ou quelque chose comme ça. J'allais me fureter à ses cours parce que je trouvais qu'il avait un débit agréable et il explique énormément de choses en peu de mots et avec beaucoup de précision. J'adorais ça. Donc ça valait le déplacement.
Donc, j'étais élève libre, quoi. Mais ça m'a aussi beaucoup profité. Entre-temps, j'avais donc rencontré chez Titeka, dans la clinique, le docteur Van Looy, dont je n'ai la mémoire maintenant. Il est décédé malheureusement quand j'étais en tout début de carrière. Mais il m'a introduit à Anderlecht dans un groupe de psychiatres qui répondaient aux urgences dans la commune même, pour tous les cas où, disons, un malade se manifestait dans la rue ou à l'hôpital, etc. Tu m'as dit, Daniel, que tu ne voulais travailler, quand tu étais tout jeune psychiatre, tu ne voulais pas travailler à l'hôpital, tu ne voulais pas travailler pour le tribunal et tu ne voulais pas travailler en prison. Est-ce qu'il y avait d'autres endroits pour un psychiatre à cette époque-là? Eh bien, il faut dire que je n'avais aucune ambition académique. En conséquence, je ne voulais pas faire un trajet dans les hôpitaux universitaires en psychiatrie. Et qu'est-ce qui te dérangeait à l'hôpital psychiatrique? Il faut dire que le mariage m'a empêché de faire un tour du monde sur un bateau. Je voulais faire d'abord une aventure tout en pratiquant, en découvrant la psychiatrie quand même. Eh bien, ce n'était pas à l'hôpital que j'imaginais que je ferais cette découverte. Jusqu'à ce moment-là, personne n'avait encore imaginé en Belgique et très peu de gens en Europe d'envoyer des psychiatres dans la rue. Et ça, c'est la première chose que toi, tu vas faire en quittant l'hôpital, c'est d'aller travailler dans la rue. Oui. Pourquoi? En fait, je trouvais que toutes ces situations que tu viens de citer étaient des enfermements. Et mon ambition, c'était en fait aussi de permettre un dialogue avec les personnes qui me demandaient de l'aide ou à qui on imposait de travailler pour les aider, et bien qu'ils soient libres. Aussi, mon idée, mon aspiration, dont j'ai eu conscience plus tard, c'est d'être dans la rue, d'être sur le terrain, d'aller chez les gens, ou que les gens viennent à moi quelque part, mais pas dans une cage hospitalière. Une cage, je suis méchant en disant ça. Si on fait un peu attention à ça, tu m'as dit qu'à Anderlecht, à l'époque, il y avait 120, ce qu'on appelait à l'époque, colocations, 120 colocations par an. Oui. Hein, ce qui, pour une population d'à peu près déjà 100 000 habitants à l'époque, était quand même énorme. Hein. Non, Ça veut dire 1000 que, habitants, oui, ça veut dire qu'il y avait une colocation tous les 3 jours environ. en moyenne, oui. Et qui faisait ces colocations? D'où est-ce qu'elles venaient? Eh bien, il y avait un groupe de médecins agréés par la commune où les autorités, les responsables communaux trouvaient que c'était un peu un rythme important et abusif, peut-être pas nécessaire chaque fois, puisque après les 5 jours d'observation, les gens ressortaient de l'hôpital où on les avait envoyés. Et dans ce groupe se trouvait un des médecins que j'ai rencontré pendant mes stages à la clinique Titeka, et qui s'appelait le docteur Van Looy, et qui m'a proposé de participer à cette équipe, parce que, bien entendu, il fallait être disponible 24 heures sur 24, et tous les jours de la semaine. Oui, Daniel, mais répondre aux urgences, hein, quand on vous appelait, ça tout le monde comprend, mais l'idée de ne pas hospitaliser les patients une fois qu'on était passé les voir, ça c'était quand même assez nouveau. Tu avais une Oui, sorte mais je d'esprit n'en avais pas conscience. C'était une aspiration, c'était simplement, je dirais presque un choix par exclusion. Je voulais être à l'air, quoi. Oui, mais tu voulais ça pour les patients aussi. Donc Bien tu sûr, partais. je voulais pour le dialogue avec les Oui, patients. ce qui est original pour l'époque, c'est de partir du principe que la place des fous ou de ceux qu'on appelle comme ça n'est pas à l'hôpital. Là, Il tu as peut l'être innové. s'ils sont trop déchaînés, bien sûr. Mais pour le reste, on va plus à l'humain dans un cadre, je dirais, naturel, quoi. Et là, ça se trouvait évidemment dans la rue. Mais ça, je ne l'ai perçu
que plus tard, après pas mal de colocations, évidemment. Oui, oui. Mais comme tu le sais certainement, à notre époque, on tend à renvoyer les psychiatres et les psychologues et les assistants sociaux à nouveau dans la rue, hein, au contact des gens, à domicile. Et donc ça intéressera beaucoup de gens de savoir dans les années 50, 60, On n'y pensait pas. concrètement, comment est-ce qu'on faisait? Est-ce que tu allais au domicile des gens? Est-ce que tu les recevais déjà dans une sorte de consultation? Est-ce que tu allais les trouver à la gare de l'hôpital? Où est-ce que tu rencontrais les Mais personnes concernées? je les rencontrais soit au poste de police, où les policiers les avaient amenés, soit à l'hôpital, où ils étaient déjà, ou bien éventuellement où on les avait aussi amenés en premier contact. Mais de toute façon, il s'était passé quelque chose, disons, d'inacceptable pour l'ordre public, quelque part, et c'est ainsi qu'on appelait, ou bien un médecin avait dit, il faut se rendre, rencontrer cette personne chez elle, quoi. Et ça, tu C'était allais à ainsi domicile. et c'était là qu'on répondait à la demande de la commune, en somme, d'aller chez les gens même. Et très concrètement, comment est-ce que tu te présentais quand tu allais sonner chez les habitants? Mais les gens m'attendaient. Et comment est-ce qu'ils étaient prévenus de ton passage? Parce qu'il y avait eu du tapage, il y avait eu quelque chose, un esclandre, et on avait donc appelé la police, et la police m'avait téléphoné, ou bien l'hôpital, n'importe quoi. Il y avait eu un petit esclandre, Donc pour un toi, le petit point de scandale. départ, c'était toujours un scandale social, un Oui, esclandre. oui, un event, quoi. Et là, j'arrivais, et en somme, à l'époque, la circulation étant très libre, beaucoup plus libre que maintenant, j'étais en moins de 10 minutes sur les lieux, en partant de Schaerbeek pour aller arriver à Anderlecht, ce qui est impossible actuellement, évidemment. Même la nuit, là, c'était encore plus facile. Je passais par toute une série de trajets qui sont actuellement des trajets interdits, des sens interdits, quoi. Et les gens t'accueillaient Et alors, sans les gens difficulté. m'attendaient. Ils t'attendaient. Et le petit truc, c'est que si j'avais été un peu trop vite, j'attendais encore 2 ou 3 minutes avant d'arriver. Parce que pendant que les choses se déroulaient sur place, le drame, enfin, tout le monde, même la police, on enfermait parfois un fou, entre guillemets, dans le cabanon de la police ou bien de l'hôpital. Il n'existait d'ailleurs pas. Dans une pièce spéciale Donc à c'était l'hôpital l'hôpital. Bracops à l'époque, Bracops à l'époque. qui n'avait pas de Et on a cabanon. créé un cabanon là plus tard. Hein, donc, et alors je m'arrangeais pour arriver un peu trop tard parce que l'attente pour le groupe était en soi thérapeutique. Le fait de savoir qu'on allait venir apaisait les esprits et De savoir même qu'un l'agitation. psychiatre allait venir. Hein? De savoir qu'un psychiatre allait venir était Oui, thérapeutique. quelqu'un allait venir pour arranger les bidons. Et donc c'était une tactique. Si j'arrivais trop vite, je devais moi-même participer à allez, tout le monde se calme. Non, mais autrement, on m'attendait. C'est une technique, ça. Hein? Oui. Alors, autre aspect, si j'avais un doute, je savais s'il y avait de la place dans un des asiles de Bruxelles, etc., asile entre guillemets, donc un endroit où on peut enfermer les gens, hein, en surveillance 24 heures sur 24, et je savais où il n'y avait pas de place. Alors, quand je le savais, j'arrangeais les bidons assez vite, puisque j'avais des contacts sur place, et je disais, voilà, il y a tel genre de malade, est-ce qu'on peut vous l'envoyer? Et on me disait, il y a un lit libre, bon, ou bien pas du tout. Et s'il n'y en avait pas, je faisais exprès de le coloquer, pour qu'il soit envoyé à l'hôpital. Et le lendemain, je passais le revoir, j'avais un contact avec la famille, et je pouvais voir si, en fait, on pouvait ne pas le coloquer. Ça, c'était ma C'était une première ruse de ta part. Hein? Une Une ruse. deuxième ruse. Oui. Mhm. Donc, Attends, parce que là, tu me dis des choses intéressantes. Tu travaillais donc d'emblée avec la famille. de fait, Bah, oui, de fait, c'est pas toujours de fait. facile. Hein. J'ai des interlocuteurs qui savent, qui peuvent me dire, me poser un pronostic, ça va recommencer ou ça va pas recommencer, ou il va être dangereux,
Et alors, c'était la colocation, pour lui-même ou pour les autres. Et, enfin, des critères comme ça, ce qui faisait que je faisais un rapport définitif. Oui, je comprends. Mais tu m'as dit qu'après, je ne sais plus combien de temps, après un an déjà, le nombre de colocations s'était réduit de 2 tiers. On était passé de Attention, 120 à non, 40, tu non, m'as non, dit. non, non, non. C'est Plus pas ça? exactement de 50%. Ah, Mais à ce de moitié moment-là, quand même. le secteur existait. C'est avant le secteur ce que je décris. Ah. Et Donc pourquoi? j'avais Parce que déjà une avant, pratique. le secteur a servi à dévier alors des patients de l'hôpital vers de la psychiatrie Ça, c'est plus ambulatoire. tard. Ça, c'est à partir du moment où on avait cet outil. Quand j'avais un doute, je ne faisais pas le trajet que je viens de décrire nécessairement, mais bien, je faisais en sorte que les gens retournent chez eux apaisés, avec l'entourage apaisé et réceptif, et avec une convocation pour le lendemain Ok, donc dans la pour consultation que du pour que secteur. nos auditeurs comprennent bien, donc à l'époque, entre la psychiatrie, être allé à l'asile, comme tu dis, ou en tout cas à l'hôpital, et chez soi, il n'y avait absolument rien. Ah non. Voilà, il n'y avait pas d'alternative. C'était blanc ou noir, oui, Voilà. Et oui et ou les non. généralistes, est-ce qu'ils recevaient des patients psychiatriques? Est-ce qu'ils faisaient quelque Oui, chose mais ils pour les eux? jetaient très vite. Ils ne les supportaient pas. Ouais. Donc le premier mouvement alors, auquel tu as été associé, si je ne m'abuse, c'est la création de ce que tu vas appeler le secteur. Mais c'était un effet de fait. Il Oui, enfin, fallait- c'est logique par rapport à ce que tu dis, quand on voit Le qu'il y a un secteur trou. n'existait pas encore, mais la commune avait déjà ses limites. Et c'est dans cette ère-là que je pouvais être appelé. Bon, et si on revient sur ce que c'était le secteur au tout début, c'était centré d'une part sur l'hôpital Bracops, d'autre part sur la consultation d'hygiène mentale, j'imagine, qui Mais a elle dû n'existait commencer. pas. Ah, tu l'as créée, celle-là. Ben, Jean Vermeil l'a créé, j'étais dans son ombre. Oui. Et comment est venue cette idée et pourquoi? L'idée de Mais créer une consultation. on sentait qu'il y avait là euh, un cycle que faisaient les patients. Ils étaient soignés à l'hôpital, on mettait au point un beau traitement, souvent médicamenteux, mais pas uniquement, bien entendu, parce qu'il y avait le contact humain qui changeait aussi, et un cadre de vie. Et puis, à la fin du séjour, on leur disait, vous revenez à la consultation, vous allez à tel endroit pour revoir un médecin, il vous prescrira les médicaments, ce qui se faisait fait pendant un certain temps. Mais comme le patient se sentait mieux, il abandonnait son traitement, logiquement. Et il rechutait. Donc, il faisait là un cycle qu'on a découvert sur le tas, évidemment. C'était un fait. Et alors, Sivadon avait expérimenté, dans les années 60, un centre de consultation territoriale qu'il a appelé le secteur, Rue de Malle à Paris. rue d'Aumale à Paris, et par coïncidence, rue d'Aumale à Bruxelles, et même Oui, ça nom. c'est marrant quand Eh même. bien, on a créé également, après des réunions avec Sivadon. Sivadon et Dandal, non pas Dandal, et, et Jean Vermeulen, à la Ligue d'hygiène mentale, on avait des réunions où on se disait il faudrait ceci, il faudrait cela. Hein, et finalement, ça a pu se créer. En 61 est né le secteur à Anderlecht, officiellement Donc ça, agréé c'est- par la voilà. commune. Et Ça c'est Jean Vermeulen c'est Jean qui l'a Vermeulen qui créé, l'a avec, si tu structuré veux, aussi. alors le patronage de Sivadon, qui était à l'époque chef de service à Bruckmann, si je ne me trompe Oui, pas. oui, Et c'était le professeur de il psychiatrie pour était l'ULB. professeur depuis 2 ans, quoi. Mais grosso modo. il était français, hein, Sivadon, il venait de... Il est Il était français. Ben, il était parisien, oui. Il en avait d'actuel à 100. Un petit peu, quoi. Et si on appréciait. Voilà. Bon, une fois le secteur fondé, donc est-ce qu'il y a d'autres choses que la consultation, le passage à l'hôpital Bracops, et tu continues à ce moment-là à aller à domicile? Ce sont les 3 piliers du secteur ou il y en a d'autres? Étant un débutant, j'étais le plus disponible. Le plus taillable et corvéable à Oui, merci, oui. peut-être. Et ça ne me gênait pas. Mm. Et c'est ainsi que j'ai vu un peu sur le terrain toutes sortes de situations.
Ça m'a appris énormément. Je dirais beaucoup plus que ça à l'hôpital. Notamment, et c'était pas rare, avec les alcooliques. Pourquoi les alcooliques? Eh bien, parce qu'il n'était pas à l'hôpital. Parce qu'il était sur le terrain. Les problèmes avec les alcooliques se posaient dans les ménages, etc. Les scènes de ménage qui tournaient mal, parfois des coups et des bazars comme ça. Et c'est là qu'on était sur le terrain, on voyait les choses sur place. Et j'ai vu alors les alcooliques arriver à la consultation, puisque je leur disais, ben, on va parler de ça demain ou dans 2 jours à rue d'Aumale. Et si je comprends bien, il y a un gros travail, si j'entends bien comment tu présentes les choses, de dédramatisation de la scène sociale, de l'urgence, de la crise. Et puis, il y a les consultations qui sont proposées Qui était aux un gens. outil. On pouvait faire cela. Donc, il fallait avoir toujours derrière soi une possibilité d'agir. C'est par l'action qu'on peut se soigner les gens. Oui, et C'est alors, pas par les et mots. quand on a préparé cette interview, il y a un mot qui revient tout le temps chez toi, c'est le mot dialogue. Oui. Et en quoi est-ce que le dialogue favorise l'évitement des hospitalisations pour toi? C'est un concept fondamental à tes yeux. D'abord parce qu'on établit un contact humain. Et le fait que l'autre soit reconnu comme tel, ou le sente, eh bien, ça a un effet, on pourrait dire, dédramatisant, bien sûr, mais presque thérapeutique. Mais thérapeutique, au-delà de simplement apaiser Au-delà, l'autre, dans la circonstance constitue déjà un acte thérapeutique pour moi. puisque quand tu arrives, au fond, les gens sont dans des états probablement comme aujourd'hui, délirants, furieux, Oui. agités. Et la manière d'agréer le dire de l'autre, d'accepter son délire, de ne pas le dire, vous dites des foutaises. Oui, mais ça veut dire aussi que tu n'avais pas peur de ces gens. Non, j'ai pas peur. Tu n'as jamais eu peur. Si. Ah. J'ai même été agressé aussi. Ah, oui, parce que Oui. c'est quand même une angoisse non, qu'on aurait ce encore qui faisait aujourd'hui peur, d'être, par exemple, à certains confrères, et notamment à Jean Vermeil, il avait peur des débiles. Parce que son père a fait des études sur des débiles. Hein? Donc, et c'était plutôt, il me donnait un coup de coude pour que moi je voie les débiles. C'est ce qui m'a fait mieux connaître les débiles. Oui, oui. C'est un terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Hein. Non, ça a disparu mais à de ce la moment-là, nomenclature psychiatrique. c'était prégnant. C'était une catégorie Pourquoi? Parce qu'eux présentaient des symptômes psychiatriques plus ou que des les autres. déficiences de dialogue aussi, ou précisément des délires, comme on dit, oui. Bon, si tu permets, maintenant qu'on a assez bien compris la création du secteur, est-ce qu'on peut en venir à la création alors de l'équipe elle-même? Hein, puisque là, tu as contribué aussi. Est-ce que c'était aussi une prise de conscience de la part de Jean Vermeil et de toi? Tu te situes dans l'ombre, mais enfin, je pense que tu étais quand même un peu plus présent que ça, de passer de l'idée de faire des consultations, d'aller à domicile et de travailler à l'hôpital, Ce que lui ne faisait pas beaucoup, en fait. à Il la était- création de quelque chose qui est le premier logement pour les patients psychiatriques, au fond. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette idée est venue et pourquoi? Eh bien, je voudrais introduire autre chose avant. Mais je t'en prie. C'est que dans notre manière de travailler au secteur, avec l'assistante sociale anversoise, dont malheureusement j'ai oublié le nom, et Jean, et puis avec Madame Ria, et puis avec les stagiaires plus tard, après 68 évidemment, eh bien les stagiaires se réunissaient à minuit, ou autour de minuit, après la consultation. Tu veux Et dire au centre d'hygiène Du mentale. centre d'hygiène mentale. Donc, Et c'est là assez que... bien dès le début. Parce que là, tu ajoutes quelque chose, c'est la notion qui va porter le nom plus tard d'équipe. Oui, oui, C'est-à-dire oui, oui. qu'on passe quand même d'une situation du psychiatre qui va à domicile isolé Oui, oui. à un psychiatre flanqué d'autres Et qui travailleurs. est dans une consultation sur le terrain, rue d'Aumale. Donc, il n'a pas encore une maison, mais qui a une maison à sa disposition pour travailler. Mais ici, donc, on se réunissait le soir et on a revisé avec Jean
qui a été un excellent pédagogue à cet égard-là. La psychiatrie sur base du livre de Henriet, hein, que tout le monde connaît, je suppose. Il en a écrit beaucoup, hein, donc il faut que tu dises lequel. Bref, et on a refait une sorte de classification de la manière de formuler ensemble dans une équipe les diagnostics. Ok, j'ai compris. C'est son traité de psychiatrie dont tu parles, ce Oui, gros on bouquin refait en sorte jaune. un outil de dialogue entre psychiatres qui travaillent dans une équipe. Et de même pour les situations, c'est venu plus tard évidemment, mais les situations sur le terrain, d'écrire les qualités des gens, mariés, célibataires, ayant fait des études ou pas, travaillant à tel niveau, etc. Enfin, une série de choses, et la composition de la famille, tout ça on a découvert sur le tas et on l'a utilisé sur le tas plus tard. Daniel, revenons au moment où l'idée de créer quelque chose de l'ordre de l'hébergement s'impose à vous. Quand est-ce que c'est arrivé? Je m'excuse, mais je remonte encore toujours un tout petit peu avant. Donc, on avait formé à la consultation un outil de dialogue entre psychiatres pour la question des diagnostics, tant cliniques que de l'entour du cadre de vie du patient. Et donc, avec cet outil-là, on pouvait faire des comptes rendus échangeables et notables dans un dossier. Voilà, je voulais épuiser cette idée-là. Donc comme Jean Vermeulen n'est plus là pour nous expliquer d'où venait l'idée, il t'a expliqué à toi d'où venait son idée de créer le foyer. Tu nous as cité la ville d'Amsterdam pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, Amsterdam étant dépourvu de moyens pour faire face aux troubles psychiatriques sur place, eh bien, il les a traités sur place. Il n'avait disposé plus de moyens d'ambulance pour transporter des gens dans un asile. Et d'autre part, l'occupation empêchait les mouvements et les rendait beaucoup plus restreints. Ils avaient installé une consultation qui pouvait éventuellement, ambulatoirement, revoir les gens ou les soigner à domicile, etc. Il y avait deux concepts, si je me permets, parce qu'ils sont importants à noter. L'idée d'aller à pied, donc tu m'as dit qu'une bonne consultation, c'est celle où on va à pied. C'est vrai. Donc l'ambulatoire, ça veut dire au fond aller à pied. Oui. Et l'autre, c'est le concept, avant l'heure, d'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire de considérer le domicile du patient comme le lieu d'hospitalisation. Est-ce que c'était chez lui? Est-ce que c'était en famille? En fait, ils étaient forcés de le faire. Ils n'avaient pas le choix. Et c'est probablement que cette situation a inspiré le fait que, pour Jean, il y avait peut-être moyen de faire ça dans une aire géographique qui s'appelait après le secteur. Ce n'est peut-être pas lui tout seul qui a trouvé ça, parce que Sivadon, on l'avait déjà fait 1 an plus tôt, rue d'Aumale, à Paris. Hein, de créer vraiment l'outil secteur. Moi, je me souviens que Jean Vermeulen parlait du foyer comme deux nécessités. Éviter les hospitalisations et empêcher que les gens qui sortent de l'hôpital y retournent. Ça avait un caractère de prophylaxie secondaire, c'est-à-dire de prévoir la rechute. Et la rechute, quand est-ce qu'elle se produisait? C'est au moment où, après la sortie d'hôpital soigné, stabilisé, le patient continuait de venir à une consultation éventuellement ou avait un contact médical qui faisait qu'il continuait d'avoir les médicaments à temps. Mais au bout d'un temps, comme il se sentait bien, il n'allait plus chez le médecin et il rechutait. Donc là, un premier cycle s'établissait. Et on s'est dit peut-être et on alors recommençait. Et Jean Vermeulen et d'autres, bien sûr, dans des séminaires qu'on avait créés aussi à la Ligue d'hygiène mentale notamment, eh bien, on se sont dit, mais pourquoi pas à Bruxelles
quelque chose qui avait existé pendant la guerre à Amsterdam. Oui, mais il y a quand même un transfert du concept de domicile à une nouvelle institution qu'on crée. Et comme il appelle ça le foyer, maintenant je crois deviner que le foyer c'est chez soi au fond. Ben oui. En fait, c'était principalement destiné aux personnes qui n'avaient pas de foyer familial. Donc des isolés sociaux, des rejetés de famille ou des personnes qui ne pouvaient pas vivre en famille. Et donc, ce sont trois critères qui faisaient que les gens étaient, sortant d'hôpital, abandonnés à eux-mêmes, presque pas, puisqu'ils allaient quand même un petit temps à la consultation, mais finalement, rejetés, quoi. Une Donc, question. couper ce cycle était un nouvel outil dont on a senti sur le terrain, j'ajoute, l'utilité possible. Mais on a souvent dit du foyer, comme de toutes les institutions qui ont été créées dans les années 60, qu'elles étaient thérapeutiques par elles-mêmes. C'est-à-dire que de Évidemment. créer de l'hébergement était en soi thérapeutique, sans qu'il y ait besoin de meubler le foyer en psychologue, psychothérapeute et psychiatre en tout genre. Donc le premier foyer, celui que tu as contribué à créer, était dénué de thérapeutes. Il me semble que... Non, et ils ont germé dedans. Ils ont... Ils ont germé dedans. Dans le foyer, on a senti, tiens, ce serait utile d'avoir quelqu'un qui s'occupe un peu de ça. Parce qu'il fallait remplir la journée, les gens devaient vivre dans un cadre le plus possible, naturel, quoi. Hein. Alors il fallait les occuper. Et pour les occuper, on a fait affaire à un artiste qui s'appelait Yves Dandal, qui a créé, en somme, sur le tas, sans expérience préalable, la première ergothérapie destinée à des patients psychotiques et d'autres, je dirais d'une manière, entre guillemets, naturelle. Et avec son inventivité, et ça marchait. Et les gens étaient occupés pendant la journée, ils ne traînaient pas ils n'allaient pas traîner à la rue, ce qui n'était pas un mal en soi parce qu'ils n'étaient pas enfermés. Mais en fait, ils s'ennuyaient pas, quoi. Et toi, comme psychiatre, c'était quoi qu'est-ce que tu apportais au foyer? Je n'étais pas tout le temps au foyer puisque j'avais une activité extérieure assez chargée aussi. Mais je venais progressivement, une équipe s'est créée au foyer. Une équipe en soi de travailleurs sociaux, d'animateurs, de personnes qui faisaient la cuisine, qui balayaient, etc. Et tout ça s'imprégnait l'un dans l'autre. Et les patients, ils avaient autour d'eux des gens qui faisaient des tâches ménagères auxquelles ils étaient amenés à participer, plutôt que de ne rien faire. Vous voyez? Donc, on a créé un cadre de vie se rapprochant d'une vie familiale. C'était ce qu'on espérait pouvoir créer, et on l'a fait dans une bonne mesure pour certains patients qui n'avaient pas de famille, ou bien dont les familles venaient de l'extérieur en visite, ça oui, c'était possible aussi, mais qui avaient un problème de vivre dans leur famille à ce moment-là. Et du point de vue thérapeutique, ton impression, c'était qu'ils allaient mieux, que ça leur était favorable? Eh bien, Est-ce le qu'ils meilleur quittaient la psychiatrie? meilleur critère, c'est de dire ils ne causent pas d'ennui. Donc, ça marche. Donc ça veut dire que Donc, la méthode avait du bon. ça veut dire qu'ils gardaient des symptômes, mais qui ne dérangeaient plus leur environnement? Mais c'est-à-dire qu'en plus, leurs symptômes s'atténuaient. Donc, on voyait Donc c'est pas seulement que les qu'ils symptômes sont moins dérangeants, c'est qu'ils disparaissaient. et s'atténuaient. Pas uniquement par cette vie-là, les médicaments aussi, éventuellement, quoique, personnellement, je crois que le gros du travail ne se fait pas par le médicament. Donc Le tu n'es pas d'accord avec médicament l'idée que... aide la stabilisation, éventuellement, surtout chez les cycliques, les rechutes périodiques, évidemment. Donc pour toi, le médicament ne resocialise pas en lui-même. Il faut des gens pour le faire. Il faut en tout cas un vrai contact humain. Il n'y a rien à faire.
Oui, et C'est- justement, au foyer, il y avait un contact humain Oui. très, très durable et très important, puisque les gens séjournaient là déjà des longues périodes au début. Oui, 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 C'était- c'était tout de tu, même. tu te souviens un peu de la Au durée de départ, le, séjour? le critère dont on a obtenu après l'accord avec l'INAMI, c'était 6 mois. Il fallait au moins 6 mois. Mais ça a été beaucoup plus loin. On a dû renouveler les prolongations, etc. Et c'était de l'ordre d'un an. Et est-ce qu'il n'y avait pas un risque quand même de transposer alors les crises dramatiques ou De les grandiloquentes retarder. dans le foyer? Il Et y en a eu. comment est-ce que Il vous y en a pariez eu. à cela? Il y a eu des anti-notes. Un beau jour, un schizophrène euh, qui, au départ, vivait avec sa mère dans un appartement en Anderlecht, euh, ne pouvait plus vivre avec elle parce qu'il y avait trop d'acting-out par rapport à elle. Donc, il était au foyer. Eh bien, un beau jour, il a pris un cendrier sur la petite table de salon de l'époque et il l'a jeté dans la grande vitre de l'entrée. Évidemment, c'était un fameux coup. Et pour tout le monde, hein. Donc, ça, il y a des acting out. Et il y en a un beaucoup plus grave qui s'est défenestré. C'est d'ailleurs après cette défenestration qui, pour des raisons de réaction de groupe de l'équipe thérapeutique du foyer, qu'il a été nécessaire d'interrompre mon activité dans le foyer. Et on a passé la main à Aflalo, je crois. Après moi, c'est Aflalo qui m'a succédé. Enfin, il y a eu une période de transit où Jean Vermeulen venait chaque jour, enfin plusieurs fois par semaine. Et madame, j'ai oublié ce nom. Avec qui il s'est marié? Pas coupé ça. Hein? Nadine, Nadine. Nadine, nom de famille? son nom de famille, je ne sais pas. De Gaines, voilà. Nadine de Elle Gaines. travaillait Qui à était Fontroy, psychologue, à un moment donné aussi dirigeait le foyer, si je ne me trompe. Non? écoute, je ne sais pas. Je Franchement, je n'ai aucune Je idée de crois. ça. Il y a eu Et une donc, tu veux période. dire que le suicide de ce patient était lié à ton départ? Oui. Parce que ça a fait trop de remous, notamment avec les dirigeants locaux, qu'on appelait les Oui, auberges de au jeunesse. fond, Là. c'est vrai que ça a dû être un drame terrible. Oui, pour l'équipe. Et moi, je ne l'ai pas assumé. J'ai dit, quoi, on a une solution, on l'a emmené à l'hôpital, et finalement, c'est là qu'il est mort après 1 heure. Hein. Et moi, j'étais moi-même en consultation à Jette. Elle a dit, je n'ai pas le temps d'arriver à temps, je vais m'excuser auprès des gens, et puis arriver. Je suis arrivé trop tard. Donc, on voit aussi que la fonction du psychiatre change un peu dans le sens où il doit être Le père, chef d'équipe, j'allais dire le moi. chef d'équipe, Et toi, tu te dis père. oui, parce que c'est aussi une famille. Hein. Bah, alors, donc, le foyer, c'est une famille, et le psychiatre, c'est le père. Oui. C'est comme ça que tu voyais Oui, les oui. choses à Et ce alors, moment-là. soit disons, l'assistante sociale, soit, ce qui est mieux, l'infirmière psychiatrique aidante, qui était Madame Normal, hein, et, eh bien, sont mères par rapport au groupe. Et on sentait ce type de relation s'installer avec les patients qui étaient les enfants, entre guillemets. Oui, c'est impressionnant cette histoire de filiation, parce que Jean Vermeulen disait aussi, puisqu'après le foyer, il y a eu d'autres institutions qui ont été créées, il disait que le foyer, c'était son enfant, et que c'était son enfant le plus turbulent. Est-ce que tu te souviens de cette métaphore-là? Oui, oui, oui. C'est pas étonnant. Non, non, c'est juste, c'est tout à Donc fait non juste. seulement il y a une relation de filiation dans l'institution, Oui, mais que l'institution est une fille du psychiatre fondateur aussi. aussi. Moi, j'ai ce sentiment aussi pour d'autres choses qui se sont créées après, notamment la gerbe. Bon, ben venons-y alors, puisque ça, bon, on va clôturer l'histoire de l'équipe, en tout cas en ce qui te concerne, même si tu vas rester toute ta vie attaché à Jean Vermeulen et à l'équipe. On va venir te chercher donc quelques années plus tard pour créer la gerbe. Est-ce que tu pourrais nous raconter les circonstances dans lesquelles on est venu te trouver
Évidemment, notre curiosité, c'est aussi de savoir si ton expérience justement à Anderlecht et au foyer ont été la raison pour laquelle on a fait appel à toi. Eh bien, ce qui m'a inspiré, c'est cette notion de post-cure. Et le foyer en soi, c'était donc une post-cure, une vraie post-cure efficace, sur le terrain, introduisant les gens, parce qu'une des ambitions du foyer, c'était de remettre éventuellement un étudiant à l'étude ou un travailleur à un endroit où il peut travailler, ou en famille s'il n'avait pas une occupation professionnelle. Donc, il y avait l'idée tout de même de poursuivre un but. Et moi-même, en observant les faits, je constatais qu'à ce moment-là, il y avait aussi des défaillances qui se produisaient. Il y avait là une faiblesse. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être créer une post-post-cure. Cette idée m'est venue beaucoup plus tard, quand, je fais un coq à l'âne, excusez-moi, après 10 ans de fonctionnement du secteur, proprement dit, j'ai fait un petit exposé statistique sur l'activité du secteur et qu'il y avait dans le public un groupe de psychologues qui résidaient à Schaerbeek dans des maisons communautaires qui est venu me trouver et dit voilà, nous avons l'ambition de faire également une zone territoriale prise en charge par une équipe à Schaerbeek. Et comme c'était ma commune, je dis, ben, au fond, oui, je vais travailler avec vous alors. Parce qu'il fallait quelqu'un nommé psychiatre, évidemment, pour être agréé par la santé publique. Il n'en avait pas sous Et la main? ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Hein, il y avait Jean Vermel, bien entendu, qui a été agréé par le... Vous avez attrapé le micro en langue. Oh, excusez-moi. On va reprendre cette phrase qui était inaudible. C'était un geste naturel. Mais... Je me doute, mais au son, ça passe pas bien. Non, non. Heureusement qu'on peut couper. Oui, c'est donc juste deux Vous me secondes. dites, hein, quand... Ouais, je vérifie un truc. C'était un moment passionnant, Oui, c'est vrai. celui des psychologues qui viennent te trouver. Des psychologues? On va reprendre à partir de... Bon, je vais embrayer là-dessus. Et qui étaient ces psychologues qui sont venus te trouver? Quelles étaient leurs idées? Eh bien, Qu'est-ce leur qu'ils voulaient point de faire? pointe, c'était Plume Akers. Plume, comme on l'appelait. Plume même. Hein. Oui. Un homme charmant, qui avait aussi des bonnes idées en tête, et avec qui, disons, on a senti qu'il y avait quelque chose à faire ensemble. Avec les gens qui l'entouraient, qui étaient des étudiants qui avaient fait les études en même temps que lui, quoi, grosso modo. Mais est-ce qu'ils avaient une orientation politique particulière? Qui étaient louvanistes. Moi, je suis évidemment sorti de l'ULB comme Jean Vermel lui-même. Et non, mais on s'est bien entendu et on a créé ici à Schaerbeek, 10 ans plus tard, donc la Gerbe, avec l'ambition de travailler en équipe pluraliste. C'était un des critères, disons, de notre cohésion. Et peut-être aussi un petit obstacle dans la composition de nouveaux membres de l'équipe. Mais enfin, ça c'est un détail. Parce que la politique a joué beaucoup plus tard. Bref. Et quand tu en parles, on a l'impression plus d'un projet social ou sociétal, politique dans le sens noble du terme, que d'un projet psychiatrique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? C'était beaucoup plus une réponse, je dirais, après mai 68, mai 60, oui, 68, une réponse à, disons, la difficulté de vivre dans une commune et l'intérêt, par exemple, pour le quart-monde, l'intérêt pour les immigrés qui font des études de deuxième génération et qui
s'intègre mal à l'école, ou alors reste à l'école plus longtemps pour les petites jeunes filles, pour éviter d'être mariées trop tôt, et font exprès de doubler les dernières années. Vous voyez, ce genre de tiraillement, mais ça ne se sentait pas encore en Anderlecht, tandis qu'à Schaerbeek, ça apparaissait d'une manière beaucoup plus pratique. Et ils ont répondu beaucoup plus tôt à ce genre de besoins. Ce n'étaient pas des besoins psychiatriques à proprement parler. C'était beaucoup plus des besoins de psychiatrie dans l'insertion des gens dans le milieu. Aussi bien pour des Belges, disons, déboîtants par rapport à la société. Et ce qui était, en somme, générateur de troubles relationnels, psychosociaux. C'est une approche un peu différente. Et en cela, c'était une métamorphose de l'équipe du secteur d'Anderlecht. Et une extension du concept quand même. Un élargissement du concept. On quitte la symptomatologie psychiatrique proprement dite pour rentrer dans ce qui va s'appeler plus tard la santé mentale. Alors c'est une sorte d'inauguration du concept. De la santé mentale. De la santé mentale de la population. On peut dire comme ça, parce que moi j'ai considéré que la santé mentale, elle existait avant tout ça. Oui. Elle existait plus ou moins observable. Mais tu as parlé de métamorphose, et en quoi est-ce que ta fonction de psychiatre à toi a été métamorphosée? Qu'est-ce qui est devenu ton travail à la Gerbe, concrètement? Eh bien, c'est qu'à la Gerbe, on avait une maison. C'était celle occupée par les psychologues, le groupe de psychologues, et que dans cette maison, ils avaient réservé dans les combles la chambre à coucher jamais occupée. Et ça, c'était un véritable outil, dans le sens que lorsque une assistante sociale était appelée, ou moi-même, ou un confrère était appelé sur le terrain pour un trouble psychiatrique ou prétendu tel, hein, on avait le recours, par exemple, pour un fugueur, un adolescent fugueur qui rejetait sa famille, ou qui fuguait, quoi. Eh bien, on avait un recours, on peut dire, viens mon petit copain, là, on peut t'héberger la nuit, et puis on verra après quand tes parents seront un peu apaisés. Et il y avait là un autre dialogue qui faisait entre générations, qui n'était pas pratiqué en Anderlecht, parce que le cas ne se présentait pas, on n'était pas sur le terrain au moment où ça se passait. Hein. C'est ainsi qu'on a été amené à la Gerbe à coopérer beaucoup plus avec les assistants de police qui avaient les petits délinquants, etc., en charge. Et on ne se mouillait pas les mains, on ne le sentait pas comme ça, avec les contacts dans le quart-monde, qu'on n'atteignait pas encore dans le secteur d'Anderlecht. On n'avait que les gens qui émergeaient, étaient visiblement détraqués, inadaptés ou en retrait par rapport à la société. Tandis que là, on voyait les gens qui vivaient mal sur le terrain. On a l'impression, quand on t'entend parler, que c'est une psychiatrie beaucoup moins paternaliste que celle de Jean Vermeulen. Elle est plus horizontale. Oui, effectivement. C'est ce qui s'est fait à la Gerbe. Hein. Donc tu avais moins de pouvoir aussi comme psychiatre que ce que tu avais personnellement, avant. Je n'aspire pas au pouvoir. Oui. Et je suis permissiste. Dans mes thérapies, je suis permissiste. Je ne suis pas directif. Ce sont deux classes de psychiatres. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a eu un décrochage, oui. On va reprendre juste la question là. Donc, on a presque au bout. Il y a juste deux, trois petites questions sur ce à quoi il a assisté que je voudrais encore poser. Sauf si tu me dis qu'on n'a plus le temps, alors je clôture.
on termine ça. Sur la question du pouvoir, je voudrais le faire Oui, revenir quand c'est même. ça. Et alors, pour terminer, avoir peut-être la position de Daniel sur la situation Oui, actuelle. oui, oui, ça, on va terminer là-dessus. Et ce qu'il... Ok, mais je vais Sur terminer ces sur conseils cette pour question les du jeunes. pouvoir, et puis on va passer, si tu n'as plus le temps, on va passer tout de suite Non, alors ça à va. la... Ben, Sinon, je reviens un peu sur l'antipsychiatrie, sur on les peut faire médicaments. encore ça, l'antipsychiatrie, et puis on peut... Ok, d'accord. Ben, c'est justement un bon tremplin. Ok, on repart. Vous me dites quand je peux. Quand vous voulez. Daniel, Tu m'orientes alors. Tu Daniel, me dis un tu petit peu vers quoi on va. te présentes comme un psychiatre permissif ou permissiste, En comme tout tu as cas. dit tout à l'heure. Donc tu C'est n'es ce pas... qui est une des causes de mon départ de l'équipe, du foyer. Oui, ben, C'est une des causes. tu sais par ailleurs qu'on a beaucoup reproché, et encore aujourd'hui, aux psychiatres, leur Laxisme. ivresse, non, au contraire, leur ivresse pour le Ah, oui, pouvoir, leur envie de diriger les institutions, de les Mon option contrôler. absolument opposée. Voilà. Donc, ça veut dire que tu étais au fond proche peut-être des thèses qui ont été avancées par l'antipsychiatrie. Exactement. On va refaire la question. Lors va du faire- congrès, pour te dire, anecdote, Oui, j'ai vu. On va refaire le- lors du congrès Stop. d'antipsychiatrie, On va revenir. dont à ça. tu vois la conséquence dans le livre que j'ai Attends, mais sorti justement, là. je hein. vais essayer de retrouver la date, comme on a 2 secondes pour regarder. Voilà, c'était... Oui, je vois. Donc, Ok, on fait la vous me question. dites, hein. Attention au petit micro. Sur le micro, ne touchez vraiment pas votre cravate. Et voilà. Excusez-moi, je fais Ah, des gestes. tu mets un peu devant de C'est une couche, manière de parler, Astablev. Tout à fait. Mais Avec voilà, les ça, mains- avec deux les mains. fois, c'est très bien. J'aime la musique et je dirige la musique, moi. Eh ben, allons-y. En italien. Ok. Bon, Daniel, tu as parlé de ton aversion pour le pouvoir, hein, du fait que toi, comme psychiatre, Non, tu ma n'as... faiblesse devant le pouvoir. Ah, ça, c'est autre chose. Ta faiblesse. Tu veux dire quoi par là? Je trouve que l'autre a un pouvoir. Et je m'incline devant ce pouvoir. L'autre. Toi, par exemple, par rapport à moi, tu as le pouvoir de me poser des questions. Oui, Mais oui, oui, mais sans toi, je ne sais rien faire si tu bien n'es pas là sûr. pour répondre. Bien sûr. Daniel. C'est un duo. Eh bien, c'est la même position que j'ai par rapport à la notion de groupe. Je ne dirige pas le groupe, je le fais danser. Je tiens la corde pour qu'il code, si tu veux, Oui. qu'il code. Allez. Donc tu es une sorte d'héritier de Billon. Hein, il faut quand même rappeler que son thème de départ, c'est le groupe sans chef. Toi, tu te sentirais... je ne savais pas. Voilà, bah voilà. tu me l'apprends. Tu te sentais parfaitement à l'aise dans un groupe sans chef. Pas sans chef. Explique. Ben, en fait, je dirige par influence. Mon attitude dirige, mais pas mes paroles. Est-ce que tu montrais l'exemple aussi? Il y a un exemple à la GERP précisément. Je raconte ça en dehors de l'enregistrement ou pas? On enregistre, donc vas-y. Eh bien, on avait, au moment où le succès de la psychiatrie et d'un congrès de thérapie familiale, qui était le premier d'ailleurs, où on a appliqué la systémique, parce que Moniel Camim nous avait rejoint à la Gerbe en 66 par là. C'était l'année du premier congrès d'ailleurs de psychiatrie familiale. C'était, disons, essentiellement basé sur l'utilisation de la systémique dans les thérapies de couple, etc. Et je me souviens qu'après ça, ça a eu tellement de succès que l'équipe s'est grossie, et je n'ai pas fermé les portes, puisque je suis accueillant, quoi. Hein. Et le groupe est devenu une cinquantaine de personnes qui se réunissaient pour faire le point hebdomadaire. Eh bien, dans ce groupe, il y avait bien entendu des réticents, et des intolérants au pouvoir, etc., qui ont voulu, et notamment une fille, un peu hystérique entre nous soit dit, simplement un diagnostic de comportement, hein, pas du tout un diagnostic psychique, mais enfin un petit peu, mais qui a pris le pouvoir contre le pouvoir. Et le pouvoir, c'était moi. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal, Daniel, que le psychiatre qui ne veut pas du pouvoir et s'abaisse devant lui, au fond, est contesté pour le pouvoir qu'il a? Est-ce que tu trouves Non, pas ça surprenant? je suis comme l'agent de police qui a un casque ou un bonnet qui dirige la circulation. Il a un pouvoir, de fait, de son poste. Ce n'est pas lui qui a le pouvoir, c'est son poste qui lui donne un pouvoir de faire circuler le rouge et le noir. Il remplace les rouges et noirs.
au milieu du carrefour. Et il dépasse même le pouvoir des signaux rouges et noirs et verts. Hein? Mais dans ce fameux congrès, tu vas rencontrer des grands noms de l'antipsychiatrie. Oui. Je crois que viendront Basalia, Cooper. Oui. Quel souvenir est-ce que tu as de ces personnages? Est-ce qu'ils Peu t'ont inspiré? peu de contact personnel. Et leurs beaucoup idées? plus par les équipes qui venaient en même temps. Mais les idées, je ne débattais pas avec eux, mais on en était influencés, quoi, parce qu'on savait ce qu'ils faisaient, que leur personnalité, ils en parlaient, etc. Ils en ont parlé au Congrès aussi. Il y a deux phénomènes aussi à l'époque qui vont survenir. C'est l'arrivée des médicaments et leur spécification de plus en plus grande. C'est une grosse coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. Et progressivement, c'était d'abord les somnifères, les antidélirants ne sont qu'apparus à la suite d'anesthésie qui se faisaient. Hein, le Largactil, c'était un anesthésique, on endormait les gens avec ça. Et on a constaté que le fait d'en avoir administré à dose importante avait comme conséquence que les délires étaient atténués après le réveil, après l'opération, quoi. Et ça faisait un petit peu le même effet que les cures d'insuline ou que les électrochocs. Et ce genre de médicaments, les psychotropes, sont nés à suite de cette coïncidence dans le monde entier, enfin. Tu m'as dit que tu les utilisais, mais à petite dose. Alors oui. Pourquoi Alors cette est petite apparu, dose? c'est plus tard que le Largactil, bien entendu, l'halopéridol a été créé, il s'appelait d'ailleurs R1625, Attention, cravate. pardon. Voilà, on va reprendre la question. Et voilà. Je préfère vous arrêter le plus tôt possible. Donc, Juste, l'halopéridol a été créé après l'utilisation de psychotropes tels que le Largactil. Et en tous les cas, oui. Donc ça ne t'apparaît pas central, les médicaments, mais c'était utile pour toi. Ah, évidemment, c'était pas moi qui ai décidé de l'employer. On m'a dit, voilà, ça peut aider. Et je l'ai employé parce que c'était là. Mais par contre, pour ce qui est de l'halopéridol, qui est un des premiers qui a vraiment fait, à mon avis, une révolution dans la thérapeutique des psychoses, et particulièrement des délires, eh bien, c'est le R625, comme on le voyait au début, chez Janssen. Et un délégué avait revendiqué d'avoir un contact avec Jean Titequin. Il n'avait pas le temps. Voyez ça avec Daniel Langelet. Effectivement, je l'ai reçu. On a dialogué très gentiment et il m'a revu des masses de fois parce que ça l'intéressait. Et il m'a expliqué qu'à Dave, il avait fait également un essai qu'on avait accepté de faire un essai clinique. Et là, j'ai appris qu'on donnait une certaine dose. Et alors, j'ai accepté d'employer ce produit en gouttes à l'époque. Et entendant la dose, j'ai dit d'office, je prends la moitié. Avec la dose qu'ils employaient à Dave, ils avaient des effets secondaires assez marqués. Et je me suis dit, comme ça se présente, moi je vais diviser la dose utile, enfin non, je ne savais pas, la dose moins dangereuse parce que je suis timoré, hein, et j'ai prescrit la moitié. Et c'était la dose la plus efficace, par chance, par hasard. Oui, c'est Et alors, après une semaine, dans ma salle, qui régnait une certaine agitation et des déambulations et des paroles incompréhensibles, eh bien, tout le monde observait que les gens étaient plus apaisés. Et dans 15 jours, je ne dis pas que tous pouvaient sortir de la salle fermée, mais en tout cas, les gens étaient
beaucoup plus sociable et moins délirant. C'était vraiment un cataclysme. On faisait chez Titeka une réunion hebdomadaire, et on disait, mais est-ce que Langelet a été un magicien? Non, c'était le produit. Et donc j'ai eu un mérite qui, paraît-il, est noté dans les annales de l'histoire de la clinique. Oui, tu nous as dit que la reine Fabiola elle-même t'avait Ah bah oui, félicité, hein. lorsqu'on a agrandi les locaux, la reine Fabiola a voulu me voir. Je suis toujours très honoré de cette démarche. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Bien. C'était une conséquence involontaire, quoi. Encore une petite question avant la dernière. C'est aussi l'arrivée de la psychanalyse dans le champ psychiatrique. Et tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas subi de psychanalyse. C'est quoi ta vision de la psychanalyse alors? Eh bien, que c'est une théorie que Freud a développée qui est fondamentale. Et donc, que je ne pouvais pas ne pas en tenir compte dans mes concepts psychiatriques, dans la manière de gérer les troubles mentaux, et en particulier de faire la différence entre la psychose et la névrose. La névrose est, disons, plutôt le développement de la vie de l'individu. Donc, elle est le résultat d'une circonstance existentielle, d'un cadre de vie dans lequel se développe l'enfant et devient peut-être adulte. Je dis peut-être parce qu'il y en a qui n'arrivent pas vraiment à un stade adulte et qui font ou bien des déficiences comportementales ou bien alors des névroses, quoi, des difficultés d'adaptation ou des symptomatologies délivrant de leur symbolique intérieure que la psychanalyse interroge précisément et fait émerger pour l'individu, lui en prendre conscience. C'est ça le rôle de la psychanalyse. Et mon aspiration, c'est de ne pas faire tellement un travail individuel pour lui-même, je dirais, en cuve fermée. Ce que je trouve un petit peu dans la psychanalyse, c'est qu'elle est élitiste. Et de beaucoup plus voir le sujet, non pas comme un objet, mais comme un sujet qui vit dans un milieu, donc qui grandit aussi dans un milieu. Et ça, c'est l'explication théorique que m'apporte la psychanalyse. Mais, étant donné que, puisque j'ai donné le contraire, la psychose a un caractère beaucoup plus structurel de l'individu dans sa structure héréditaire. Je ne dis pas qu'il y a des frontières nettes, mais la psychose est beaucoup plus fatale au point de vue génétique. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y a pas tous les stades transitoires, bien entendu que les deux sont mêlés finalement. On entend dans ce que tu viens de dire toute la culture psychiatrique française et allemande qui est la tienne, c'est de relater C'est ça simplement le résultat, parce que je l'hérédité. veux aussi préciser que j'ai fait très peu de lectures. Oui. J'ai donc très peu de références, de citations à faire. Mais tout ça, je m'en suis imprégné sur le tas. Bien, comme on arrive doucement à la fin de notre entretien, qui s'est vraiment bien passé, malgré nos avertissements du début, ta mémoire est vraiment formidable, Daniel. Mais c'est un vécu, je n'ai pas fait d'effort. Oui, je vois. Et est-ce que une question qu'on pose traditionnellement à tous nos interviewés, c'est le regard qu'ils ont sur la psychiatrie d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu la vois et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à la psychiatrie de maintenant, pas celle du passé, celle d'aujourd'hui? C'est-à-dire ceux qui ont En l'aspiration 2015. de devenir psychiatre et font des Si tu études veux, dans ce sens. Voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais et à quoi leur dirais-tu de faire attention? À l'autre. Faire attention à l'autre. L'autre
existe. Il vit et il est différent. C'est pas pour être curieux, mais c'est surtout pour avoir un contact, je dirais, une certaine intimité qui peut s'installer. Et on ne peut pas être bon thérapeute parce qu'on est soi-même le médicament. On est le médicament, on est le repère, on est la bouée pour l'autre qui est un peu soit dans la déprime, soit dans le délire, et qui s'accroche à où est la réalité. Ça peut être ça aussi dans la psychose, ça va jusque-là. Quoique, n'en ayant pas conscience, évidemment, au moment même. Et est-ce que tu penses que la psychiatrie moderne oublie cette dimension-là? Que le psychiatre d'aujourd'hui n'a pas confiance en lui? Je pense au contraire qu'elle en prend tout doucement conscience. J'en suis heureux pour la psychiatrie. Parce que tout n'est pas dans le médicament, dans le bel effet de telle enzyme, etc. C'est formidable de le découvrir, hein, d'en faire l'analyse. Et éventuellement sur le terrain aussi. Est-ce que je peux te poser une question, alors la dernière question un peu provocante? Ce que tu dis, moi j'y souscris, l'importance de l'autre, mais alors pourquoi est-ce qu'il faudrait encore des psychiatres? Pourquoi est-ce qu'on garderait cette discipline médicale alors si l'autre est important? D'autres professions que la nôtre peuvent soutenir cela. Mais une tendance, et ça se voit notamment dans les films de fiction, c'est de remplacer l'homme par des robots. Et ce ne sont pas des robots. Bon, gardons ça comme conclusion. Daniel, merci pour cet entretien. Daniel Langelet, nous sommes très heureux de t'accueillir dans notre collection Mémoire de psy. Nous sommes ici à, je crois, 500 mètres de l'hôpital Titeka. Hein, c'est te dire la relation avec la psychiatrie que tu peux avoir. Dans mon chemin, je pense qu'il est utile de dire que j'ai fait mon service militaire par chance. Ah, j'ai oublié de dire ça. Tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais il y a une chose que j'ai oublié de dire. C'est que je considère que ma vie a été une succession de chances, de hasards, où j'étais au bon endroit, au bon moment. Daniel Langelet, nous sommes très très heureux de t'accueillir dans notre collection Mémoire de psy. Tu as 88 ans, tu nous as dit à maintes reprises que tu considérais ta vie comme une succession de hasards et surtout de chances. Alors il faut prévenir aussi nos spectateurs du fait que tu as là joué de malchance. Il y a 2 semaines, tu as eu un accident vasculaire cérébral qui a un peu rendu ton élocution difficile et ta mémoire des noms, mais je suis sûr qu'au cours de l'entretien, ça ne se sentira pas. Donc, Daniel, quand on t'a demandé quelle était ta vision sur la psychiatrie d'aujourd'hui et le message que tu avais envie de donner aux jeunes psychiatres qui commencent ce métier, en formation ou déjà formés, c'est faire attention à l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'autre est si important? Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'autre? Mais l'autre, c'est aussi moi-même. Je suis aussi l'autre. Même l'autre par rapport à moi-même, en quelque sorte. Quand je fais une introspection, je me regarde moi-même. J'essaie de me comprendre. Et pourquoi pas, dans un dialogue, qui est alors un dialogue vrai, sur le tas, sur le terrain, pourquoi ne pas considérer que l'autre, un poète l'a dit, l'autre est un autre moi, hein, que je dois découvrir, avec qui je peux établir un dialogue, et ainsi établir un vrai dialogue. Autrement, est-ce qu'on parvient à faire un vrai dialogue? Ce n'est pas du tout simple. Mais tu pars de l'idée, à laquelle je souscris, que l'autre est ton semblable. C'est bien cela. Et comment est-ce que tu soutiens alors une différence entre névrose et psychose? Puisque qui serait ton semblable dans l'un et l'autre cas? Nous avons parlé précédemment
de Freud. Et Freud m'a aidé à comprendre la génétique psychiatrique, la façon dont l'individu peut grandir. Et là, il est sous l'influence du milieu principalement. Et je pense que ces perturbations de ce trajet individuel qui engendrent l'équilibre ou la névrose, ou introduit, même dans d'autres cas de psychose, des éléments névrotiques. Tandis que la psychose est pour moi sous la pression génétique, au point de vue non pas psychogénétique, mais vraiment somatogénétique, c'est-à-dire dans le génome. Donc il y a là une facilitation à devenir un malade mental ou un troublé mental plus ou moins grave. Et c'est là où je fais une frontière entre psychose et névrose. Personnellement, c'est comme ça que je l'aperçois. Hein. Je ne sais pas si on peut généraliser. C'est-à-dire, l'autre, il peut être influencé aussi bien par le milieu dans lequel il vit que par son patrimoine génétique, au fond. Exactement. Mais ça reste fondamentalement ton semblable, alors. Mais ça reste un autre qui est un peu autre que moi. Et c'est ça que j'ai là. L'aspiration à découvrir et à lui permettre d'entrer en moi, c'est l'empathie. L'empathie est quelque chose qui, en soi, est indispensable d'atteindre le psychiatre. Il doit être capable d'empathie. Il doit développer sa capacité d'empathie. Et là, on touche à un autre aspect, c'est celui du pouvoir. Parce que si on a cette position empathique, on ne prend pas un pouvoir. On établit un pont entre celui qui est, en somme, séparé par de l'air, mais qui est un autre moi-même, comme je le disais tout à l'heure. Daniel, nous arrivons doucement à la fin de notre entretien et il est de coutume pour nous de terminer par une question qui porte sur la psychiatrie d'aujourd'hui. Quel regard est-ce que tu as sur elle et quel message aurais-tu pour les psychiatres qui finissent leur formation aujourd'hui? Eh bien, essentiellement, de s'imprégner de l'idée que celui qui est en face de moi et qui est supposé malade, mental, ou troublé, mental, c'est un autre. Un autre qui vit, qui a sa perception du monde, sa difficulté à le percevoir aussi, et à l'exprimer, et à échanger avec ceux qui sont autour de lui. Et moi en particulier. Et moi, je suis un autre moi-même en le voyant en face de moi.